Donc cette personne, en l'occurrence, elle était matelassière. C'était une dame qui fabriquait des matelas. Donc on a la machine à coudre, on a le matelas, on a tous les petits outils qui lui servaient dans son métier. Ça, c'était pour carder le coton. Hein, elle recevait le coton dans des gros baluchons et puis ensuite il fallait préparer le coton, le carder, hein, donc en quelque sorte défaire les nœuds pour pouvoir ensuite faire le rembourrage des matelas. Ça me parle parce que je viens d'une famille où les ancêtres de père en fils, de mère en fille sont tous rubaniers, passementiers Voilà. et compagnie. C'est vieux métier quoi. C'est émouvant. Mais ce qui est incroyable, c'est que le monsieur qui me raconte ça, c'est un monsieur qui aujourd'hui a peut-être une quarantaine d'années. Mais c'est ce qu'il me dit, il fait moi, quand je voyais ma grand-mère carder le coton, j'étais tout petit, j'avais 6-7 ans. Donc en fait les gens me parlent de souvenirs qui sont plus ou moins proches. Voilà. Et puis il faut savoir aussi autre chose, c'est que ces objets n'existent plus. C'est-à-dire qu'en fait les gens me confient une mémoire orale et ensuite mon travail va consister à mettre ça en image. Donc à faire des recherches sur et le type de machine à coudre que cette personne a pu utiliser, et les matelas, à quoi ils ressemblaient, etc. Et donc il y a une première proposition qui est faite, et je continue à interroger les gens pendant le processus de création qui lui se fait en atelier, où, voilà, où on se met d'accord si effectivement c'est bien de cette mémoire-là dont on parle, et si c'est bien c'est une bonne restitution de ce qu'ils m'ont confié. Alors, quand tu parles de mémoire de case, moi je pense tout de suite justement à des objets. Donc là, tu nous en as parlé tout en disant qu'ils n'existaient plus. Oui. Ok. Après, ça prend donc la forme d'un tableau avec vraiment au centre la personne qui vivait dans la case. Oui. Donc, mais la case, à proprement parler, elle apparaît où et quand dans ta démarche? Là, ce que tu vois, ce sont donc les œuvres qui ont été réalisées en atelier. Le vrai projet, ça va arriver, enfin c'est une déambulation dans la rue à la nuit tombée, puisque toutes ces œuvres que tu vois, elles ont été photographiées par un photographe professionnel et imprimées en version haute définition à la grandeur des portes des cases. Ça veut dire que ce ne sont pas les originaux que je vais mettre sur les maisons, ce sont des reproductions, comme je te disais, haute définition, qui vont être à la grandeur à la taille des portes. Donc une porte de case créole, c'est très simple, c'est 2 battants en bois, hein, comme 2 volets, grandeur de porte, donc on est sur quelque chose qui fait, selon les cases, entre 2,10 m et 2,40 m. Voilà, les 2 battants forment finalement une ouverture assez étroite. C'est pour ça qu'on est sur des œuvres qui sont assez étroites et très élancées. Et c'est pour ça aussi qu'elles n'ont pas exactement les mêmes dimensions. C'est-à-dire que je les ai fait plus petits, certes, mais proportionnellement aux dimensions de la porte qui les accueillera. Alors, elles seront sur le pas de leur porte. Cependant, tu les as peintes, je ne sais pas si c'est le bon terme, tu les as dans un médaillon. Ouais. Et ça correspond à quoi? Bah ça, c'est un petit peu ma marque de fabrique. C'est vrai que j'ai développé ces dernières années une série d'œuvres que j'ai intitulée les cosmogonies. Le mot cosmogonie, c'est, alors chaque culture a sa propre cosmogonie, c'est en fait un récit explicatif de la création du monde. Voilà. Et donc pourquoi est-ce que j'ai appelé cette série cosmogonie? Parce qu'en fait, donc ma marque de fabrique, donc ce cadre hein, qu'on voit ici, mais c'est qu'en fait les portraits que je proposais dans cette série cosmogonie, en fait, je m'intéressais à la question du métissage. Et j'ai beaucoup fait de portraits par rapport à cette question-là. Et en fait, ce sont des portraits, des métaportraits, où je superpose numériquement le portrait d'une femme blanche et le portrait d'une femme noire. Je fais en quelque sorte en métissage numérique. Et donc, toute cette série d'œuvres que j'ai appelée Cosmogonie, ce sont des portraits de personnes qui n'existent pas en réalité, mais qui sont la fusion, un mélange sur ordinateur, un peu comme du morphing, de 2 personnes. Voilà, d'origines différentes. Donc en rapport à la question du métissage, en rapport aussi à la question de la créolité. Voilà, et tout ça, c'est des questionnements qui ont été induits aussi par l'arrivée de ma fille dans ma vie et son propre métissage à elle. Mais très vite, ce qui est étonnant avec cette série, c'est que les gens m'ont passé commande. Les gens m'ont passé commande pour se guérir avec leur propre histoire. Donc j'ai des gens métisses, voilà, qui m'ont dit voilà, est-ce que tu pourrais créer un tableau à l'effigie de mes 2 grands-mères? Moi j'ai une grand-mère, je pense à une dame, sa grand-mère, il y avait une grand-mère qui était angolaise, une grand-mère qui était suisse. Et donc j'ai fait le métaportrait, donc la fusion de ces 2 grands-mères.
En Guadeloupe, j'ai fait aussi, par le même procédé, superposition d'une grand-mère guadeloupéenne et une grand-mère, par exemple, de l'Hexagone. Alors, les médaillons, moi aussi, ça me fait penser, pour le coup, je sais pas, à des miroirs. Ouais, ça peut. Donc, bon, là, on a une dame qui nous regarde, mais ça pourrait potentiellement être nous. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elles sortent du cadre. Exactement. Je trouvais que ça renforçait la présence de ces portraits. En fait, elles sortent du cadre. C'est comme si elles venaient en avant, quoi, pour affirmer leur présence. Voilà. Alors, je ne crois pas trop m'avancer en disant que le féminin est au cœur d'un certain nombre de tes œuvres. C'est vrai. Tu as une fille. Ouais. Là, on a 2 magnifiques tableaux de femmes. Je repense à une de tes créations qui m'a énormément marquée quand je furetais sur ton Insta. Je crois que c'est quand tu étais à Mayotte, tu t'étais fait une amie, une petite fille. Ouais. Et tout à l'heure, tu disais que tu dessinais pas. Et moi, ça a été vraiment le premier élément de ta création qui m'a le plus ému, qui m'a le plus touchée, parce que c'est du dessin. Ouais. Et alors là, tu vois, on parlait de la question des moyens tout à l'heure. Non seulement c'était du dessin, mais c'était du dessin fait à l'ordinateur. Et à l'époque, j'avais un ordinateur qui était petit comme ça, avec la souris. Tu sais, la vieille souris avec le fil. Et j'ai fait ça sur Paint. Donc, je ne sais pas si tu imagines en termes de qualité de logiciel. Je dessine. Alors, dessiner à la souris, déjà, c'est compliqué. On a déjà du mal à faire une ligne droite. Et donc, j'ai tout dessiné à la souris. Alors, donc, je vivais à Mayotte et j'avais une petite voisine dans le quartier. Elle avait 8 ans à l'époque. Et en fait, c'est très drôle parce qu'elle venait m'espier par le petit trou de ma boîte aux lettres. Ma boîte à lettres toujours vide. Et je me suis dit que j'avais envie de raconter notre histoire, j'avais envie de raconter notre rencontre. Donc depuis ce jour où elle m'espionnait par le trou de la boîte aux lettres toujours vide, jusqu'à ce moment où elle a franchi le seuil de la porte et vers la fin où elle venait quasiment tous les jours. Et qu'elle venait à la maison et qu'elle dessinait et que je faisais des robes pour ses poupées et qu'on fabriquait des faux billets de banque, elle m'achetait ensuite des trucs et elle me faisait la guerre parce que j'avais jamais rien à bouffer dans mon frigo. Voilà. Et c'est marrant. J'ai suivi toutes les péripéties, tu racontes toutes les pérégrinations. Et c'est surtout que cette petite bande dessinée en quelque sorte, où on la voit et où on me voit. Et je la dessine quand elle appelait ma grand-mère en France, ma grand-mère qui était à l'hôpital. Enfin vraiment, elle a fait partie de ma vie, cette petite. Et je savais que j'allais quitter Mayotte. Et donc quand j'ai quitté Mayotte, je lui ai offert un exemplaire de la bande dessinée. Si je te parle du féminin, c'est aussi parce que donc, tu as fait tu as eu toute une série d'interrogations autour de la société guadeloupéenne qui, alors c'est toi qui m'avais dit le terme, qui est matrifocale. Matrifocalité. Donc c'est vraiment un de tes sujets de prédilection avec les ruines. Oui, la question de la matrifocalité en Guadeloupe. Alors ce qui a fait que j'ai d'ailleurs d'abord connu ce concept, c'est qu'il y a une sociologue en Guadeloupe qui s'appelle Stéphanie Mulot, qui avait donné d'abord une conférence. Non, c'est pas ça. J'avais lu sa thèse sur Internet, des extraits de sa thèse sur Internet à un moment donné où je devais sans doute m'intéresser à la question de la monoparentalité en Guadeloupe dans un premier temps. Et donc j'avais lu des bribes de la thèse de Stéphanie Mulot qui expliquait que la matrifocalité aux Antilles, c'était encore autre chose. C'est vraiment qu'on est dans des sociétés où la femme est au centre du foyer. Voilà. Et elle expliquait quelque chose qui m'a vraiment perturbée à un moment donné. Elle expliquait que c'est un constat. Aux Antilles, en Guadeloupe, il y a beaucoup d'enfants qui sont uniquement élevés par leur maman, voire même reconnus que par la maman. Et ça t'a intéressé notamment par rapport à ton propre chemin de vie, en fait. Tu es partie de quelque chose qui, toi... pouvait avoir de l'intérêt, et en fait tu fais ça avec tous, c'est-à-dire en fait il n'y a pas une sphère, c'est pas 2 sphères séparées, c'est une thématique qui t'intéresse, tu as un cerveau qui va avoir cette prédilection pour dire ok, qu'est-ce que je pourrais en faire. Ouais, c'est ça. Disons que je sais pas si c'est une déformation professionnelle ou autre, mais j'ai besoin d'avoir une démarche, j'ai besoin de construire un propos, j'ai besoin de savoir ce que j'ai envie d'exprimer, de raconter avec mes œuvres. Ça, c'est hyper important. Donner du sens à ce que je fais. Voilà. Tous les artistes ne fonctionnent pas comme ça et chacun fait bien comme il en a envie, mais en tout cas, moi, c'est nécessaire. Là, est-ce que tu parles de transcription d'une émotion par une parole qui serait visuelle, purement visuelle, ou est-ce que tu parles vraiment de mots réels, de mots échangés ou de mots écrits, ou d'un langage que toi, tu transmettrais à quelqu'un?
Je suis vraiment partie d'une émotion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la création de cette œuvre, donc je récupérais une photo de moi lorsque j'étais enceinte d'elle, donc il y a 10 ans. Et à partir de cette photographie, j'ai réalisé un travail de collage, de dessin, de peinture, où je parle de ma grossesse. Et tout ça, c'est sur un drap souillé, abîmé, que j'ai récupéré chez une dame en lançant un appel sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Là, on est vraiment parti pour le coup d'une émotion. Et c'est marrant parce que quand j'ai eu l'idée de mettre cette émotion en œuvre, c'est le cas de le dire, j'étais très en colère. Et puis il y avait une espèce d'urgence à le faire, ce truc. C'est-à-dire que je suis descendue à l'atelier, mais très en colère avec mon drap, et je savais que j'allais d'abord le souiller. Et voilà. Et puis voilà. Et puis il y avait une énergie qui était vraiment, fallait que ça sorte presque. Et alors ce qui est très surprenant, c'est qu'au fur et à mesure que je travaillais sur cette œuvre, parce que ça s'est pas fait, c'est fait sur plusieurs semaines, je sentais que mon énergie changeait. Elle allait vers l'apaisement. C'est comme si j'avais réussi à déposer, à sortir finalement de moi certaines émotions qui commençaient à être un petit peu dures. Ouais, de la colère, du ressentiment, forme d'injustice aussi. Donc je le fais pour moi, mais j'ai l'impression que je le fais aussi pour d'autres. Cette œuvre, par exemple, elle est en passe d'être vendue. Il y a une personne qui m'a contactée dernièrement et je lui dis, c'est très surprenant que tu veuilles la voir, cette œuvre, puisque c'est moi qui est dedans. Elle me dit, ouais, mais tu peux pas savoir comme ça me parle. Donc ça veut dire que je pars de mon histoire, de mon expérience, mais je me rends compte qu'il y a des gens qui se reconnaissent aussi dans ça. Alors on s'est parlé, parce que cette œuvre, elle a été exposée, pour le festival Cris de Femmes. Et donc le soir du vernissage, cette personne était là. Et j'étais pas la seule artiste, hein, on était plus d'une dizaine d'artistes. Et donc à un moment donné, le micro passé, on devait exprimer, expliquer notre démarche. Et donc elle a capté mes mots à ce moment-là, parce qu'elle m'a dit, elle me fait, ce que tu as dit, ça m'a... Donc ça veut dire qu'il y a eu l'œuvre qui a procuré une émotion, mais il y a aussi, je pense, ma propre émotion projetée dans le tableau, enfin dans l'œuvre. Hein. C'est complexe après à définir tout ça. Hein. Et puis des fois, ça se fait au-delà des mots. Voilà, on n'a pas toujours cette capacité, en tout cas, à mettre des mots sur les émotions. Et donc là, c'est toi qui oralement avait un peu expliqué en quoi constituait cette œuvre. L'occasion a fait le larron puisqu'il y avait un micro qui circulait. Ouais. Mais comment tu fais? Est-ce que tu fais ça, par exemple, par écrit? Est-ce que tu donnes des petites billes aux gens qui, imaginons, sont dans une galerie, voient tes œuvres? Et est-ce que tu vas donner des clés, des éléments, et sous quelle forme? Oui, alors disons qu'il y a toujours un texte qui... il y a toujours un texte qui accompagne mes travaux, souvent parce que c'est demandé par la personne qui monte l'exposition. Voilà, donc effectivement, ce texte-là explique la démarche. Mais je me rends compte de deux choses. Je me rends compte que tout le monde ne lit pas les textes. Et je me rends compte aussi de la complexité de la pensée de l'artiste. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui lisent et qui pour autant n'ont pas compris. Et c'est fou ça d'ailleurs. Parce que moi j'ai l'impression qu'au moment où je propose un texte, j'ai l'impression d'être accessible. J'ai pas l'impression de partir dans des grandes envolées hyper compliquées. Et malgré ça, je suis toujours surprise. Je me rappelle une fois, c'était pour une exposition Réconciliation à l'Arawak. Je me rappelle un monsieur, je le vois mais comme ça devant mes œuvres, genre pousser des yeux, genre mais qu'est-ce que c'est que ce délire quoi. Ou devant le texte, il poussait des yeux devant mon texte. Donc je m'approche, il n'avait pas vu que c'était moi l'artiste, donc je lui demande s'il souhaite que je lui parle un peu plus en détail. Je lui explique, mais il venait de lire le monsieur, je lui explique, il me fait « Ah ouais, mais c'est hyper intéressant !» Je lui dis « c'est ce qui est écrit ». Elle me dit « Ah ouais, mais moi j'avais pas compris du tout ». Donc c'est compliqué. Moi souvent j'ai l'impression que c'est un peu un passage obligé, voilà, une commande de la galerie par exemple auprès des artistes pour donner des éléments supplémentaires. Mais j'ai l'impression que parfois il y a des attendus. Déjà c'est un truc qui peut être, qui peut parfois me paraître artificiel parce qu'on sait que l'artiste a dû le faire, parfois à cause de contingences extérieures. Lui spontanément n'aurait pas forcément fait ça, d'une. Et de deux, on sait aussi que parfois on peut aller dans la caricature, c'est-à-dire avec des discours posés qui ne sont pas accessibles aux tout venants. Ouais. Moi j'ai beau avoir une certaine assise culturelle, c'est vrai qu'il y a des fois, il m'arrive de me dire ok c'est bien, mais effectivement j'ai rien compris parce que ça partait trop loin. C'est vrai. Ouais. Mais je pense que ça c'est pas tellement grave en soi, il faut l'accepter. Au même titre qu'il y a des gens qui vont voir tout autre chose que ce que nous, en tant qu'artistes, on a voulu projeter. Je pense que ça soit pas, c'est pas très grave. C'est sûr que c'est toujours agréable quand on est compris.